Dans cette vidéo, nous allons vous présenter l'importance de l'ergonomie cognitive des IHM pour l'apprentissage et l'expérience d'apprentissage. Afin de répondre à ce sujet, nous allons tout d'abord nous intéresser au concept de l'apprentissage et plus particulièrement à l'ergonomie cognitive. L'ergonomie existe depuis toujours et déjà pendant l'Antiquité, elle cherchait à améliorer les conditions de travail et à accroître la productivité. Nous connaissons tous le très célèbre inventeur de la Renaissance, Léonard de Vinci, qui a tenté d'améliorer les conditions de l'être humain grâce à des machines. Mais ce n'est que bien plus tard, en 1857, que le terme et le concept de l'ergonomie ont été inventés. Le mot ergonomie provient du grec ancien et signifie la science du travail. La définition de cette science du travail a été divisée en deux parties. D'abord, la science du travail utile qui améliore les conditions des travailleurs et la science du travail malfaisant qui détériore ces conditions. De cette définition, un siècle plus tard ont été inclus l'ambiance physique, par exemple l'endroit où l'on travaille, les outils et les matériels, comme les logiciels que nous utilisons en bureautique, et aussi les méthodes et l'organisation, comme la hiérarchie d'une entreprise. Il existe trois types d'ergonomie. L'ergonomie physique, qui va s'intéresser à la force et à la physiologie de l'être humain, l'ergonomie des organisations, par exemple la gestion du temps de travail, et celle qui nous intéresse le plus, l'ergonomie cognitive liée à l'apprentissage. L'ergonomie cognitive s'intéresse aux processus mentaux dans les interactions homme-machine. Ces processus mentaux sont en particulier la perception, la mémoire et le raisonnement. Le but de l'ergonomie cognitive est d'adapter les outils aux utilisateurs en prenant en compte leurs capacités cognitives. Il faut garantir la simplicité de l'outil afin que l'utilisateur se concentre non pas sur l'outil, mais sur ses contenus. L'ergonomie cognitive permet alors un meilleur développement des compétences. Afin de bien appliquer les principes de l'ergonomie cognitive, il faut comprendre les capacités cognitives des hommes. D'après de récentes recherches en neurosciences, l'apprentissage repose sur 4 piliers. Tout d'abord, l'attention. Il faut capter l'attention de l'utilisateur afin qu'il puisse retenir les informations principales et il faut minimiser les informations non primordiales. Ensuite, l'engagement actif. Apprendre en faisant permet une meilleure mémorisation, ce qui est donc crucial dans une formation. Le retour d'information va permettre à l'utilisateur de réfléchir sur ses erreurs, ce qui favorise l'apprentissage, un meilleur développement. Pour un meilleur résultat, il est important d'étalonner le partage des connaissances sur la durée. Et finalement, la consolidation, qui est le but de toute formation, c'est-à-dire l'apprentissage des bases qui sont petit à petit consolidées afin de les approfondir pour un renouvellement de l'apprentissage. Pour une ergonomie cognitive adaptée, il faut prendre en compte la théorie de la charge cognitive et s'intéresser à la mémoire sensorielle, comme l'audio et l'image, la mémoire de travail qui permet le traitement des nouvelles informations, et la mémoire à long terme qui correspond au principe de consolidation. Une mauvaise ergonomie peut aboutir à une surcharge cognitive, mettant alors en péril l'apprentissage. Dans cette partie, nous allons nous intéresser à l'expérience d'apprentissage avec les IHM. Pour commencer, nous allons définir l'acronyme IHM qui signifie Interface Homme-Machine et qui désigne un ensemble de moyens et d'outils informatiques mis en place pour favoriser la communication entre un être humain et une machine. Elle facilite l'interaction. Nous assistons aujourd'hui à des modèles d'apprentissage métamorphosés grâce au développement des nouvelles technologies d'information et de communication. Nous passons alors d'une classe traditionnelle en présentiel à une classe virtuelle en ligne. C'est ce qu'on appelle l'e-learning. Ce nouveau mode d'apprentissage n'implique pas la présence physique des apprenants. La formation est autorégulée et autodirigée par l'apprenant qui peut choisir les modules à suivre, le temps consacré à chacun et ses lieux et moments d'apprentissage. En outre, il est évident que l'e-learning bouscule la place et le rôle des formateurs, qui passent d'un rôle central de présentateur et médiateur à un double rôle de gestionnaire accompagnateur et d'animateur à distance. Les supports technologiques jouent un rôle décisif dans la gestion des contenus pédagogiques autrefois dispensés principalement par le professeur.
Ce changement de paradigme ouvre les débats sur plusieurs théories, notamment la théorie connectiviste, qui revisite la question de l'apprentissage à l'ère du numérique. Le connectivisme repose sur la co-construction des savoirs à travers les réseaux sociaux. En effet, l'un des principaux avantages de cette théorie est l'utilisation du Web 2.0, offrant un ensemble de caractéristiques produites par les réseaux sociaux comme la participation, la collaboration et le partage qui permettent l'enrichissement des apprentissages. Dans le domaine ergonomique, plusieurs enjeux ont été relevés quant à l'enseignement en ligne, notamment ceux liés aux facteurs techniques. Par exemple, la disponibilité et la qualité de l'outil informatique utilisé dans la formation. Les facteurs organisationnels, tels que le suivi et l'accompagnement de la formation par des tuteurs à distance qui doivent être à l'écoute des besoins de l'utilisateur. Ou encore les facteurs personnels, comme la motivation pouvant influencer les intentions d'usage du système d'e-learning. Les émotions, qui sont le résultat d'un processus souvent inconscient et automatique d'une situation cognitive, jouent un rôle primordial dans une situation d'apprentissage puisqu'elles ont une valeur de diagnostic. Plusieurs recherches dans le domaine de l'informatique affective, mais aussi des IHM, ont été menées pour savoir comment utiliser les émotions ressenties en situation d'apprentissage par ordinateur afin d'enrichir l'expérience émotionnelle des apprenants et de ce fait promouvoir les émotions positives qui vont favoriser l'apprentissage. Dans cette troisième partie, nous allons traiter de l'importance de l'ergonomie des IHM pour le bienfait de l'apprentissage. La restructuration de l'environnement d'apprentissage, dès lors informatisé, peut poser des problèmes d'ordre cognitif pour l'apprenant au niveau des contenus, des interactions et de l'interface. L'ergonomie permet d'anticiper ces problèmes et ce, dès l'étape de conception du dispositif d'enseignement. L'objectif est d'optimiser l'expérience d'apprentissage en réduisant les erreurs et les contraintes. Il est important d'adopter une méthode pour concevoir un dispositif de formation pour minimiser les problèmes évoqués précédemment. Elle permet de mieux envisager les objectifs et d'optimiser la démarche en termes financiers, de temps et de main-d'œuvre. La démarche ergonomique de conception présentée par Tricot a pour but d'améliorer le travail des concepteurs. Elle vise à leur faire partager une vision et une organisation commune pour la création de dispositifs qui favoriseront l'activité mentale des apprenants et réduiront leur charge cognitive. La première étape de la conception est d'établir les préalables. Nous les résumons en 5 questions. Pour qui? Pourquoi? Comment? Où et quand? Pour la seconde étape, nous allons présenter l'impact positif que peut avoir une démarche ergonomique pour la conception des contenus, des interactions et de l'interface et proposer quelques éléments de réponse. Les contenus. Il faut définir les données, les extraire et les adapter à l'apprenant. Les interactions homme-machine. Elles vont s'établir au moyen de scénarios. Le scénario didactique est la manière de faire acquérir les connaissances en fonction de l'organisation des contenus. Le scénario de navigation est transparent et tend à la fonctionnalité et à la réalisation du scénario didactique. Les deux niveaux d'interaction doivent être compatibles. Le scénario de navigation doit donner du sens et être cohérent avec le scénario didactique. L'interface, elle permet de représenter les connaissances et les fonctionnalités. Il faut construire un ensemble d'affordances pour suggérer une action pertinente à l'utilisateur. Pour faciliter l'intégration de la technologie dans un dispositif de formation et qu'elle soit envisagée comme une plus-value, l'ergonomie des systèmes homme-machine définit 3 dimensions à prendre en compte et à évaluer. L'utilité. Elle permet à l'utilisateur d'atteindre de manière adéquate ses objectifs grâce à un système adapté à ses capacités. Il doit aussi permettre un gain de temps, de coût cognitif et d'intérêt par rapport au système préexistant. L'utilisabilité. Les objectifs fixés peuvent être atteints en comptabilisant le moins d'erreurs possible. Elles sont corrigées rapidement. Le dispositif est convivial, pratique et sa prise en main facile et rapide. L'acceptabilité et la possibilité d'utiliser le dispositif dans le contexte réel. Pour que les utilisateurs se l'approprient, le dispositif doit être compatible avec les pratiques, les contraintes et les objectifs de la situation d'enseignement. De nombreux critères ergonomiques existent pour évaluer l'utilité et l'utilisabilité d'une interface. Ils reposent sur des théories scientifiques du fonctionnement humain et permettent de passer en revue et réduire les éventuels défauts de l'interface.
Même s'il en existe d'autres, voici les 8 critères de Bastien Escapa, pionnier dans le domaine. Finalement, Tricot avertit de ne pas améliorer uniquement l'utilisabilité du système, mais aussi chercher à le rendre utile. Pour concevoir un système cohérent et efficient, chaque niveau de conception doit être au service du précédent et doit bénéficier l'expérience d'apprentissage.